Bien, bonjour, je vais essayer de trouver de la voix. Je suis totalement à faune depuis hier matin. Donc, j'espère parler 45 minutes. Après, je ne sais pas ce qui se passera. Bien, oui, je commence comme ça. Pour quelle raison suis-je ici ce matin? D'abord, je retrouve votre secrétaire général. On s'est bien connus. J'étais 6 ans au collège de l'Académie de Créteil. Je suis à l'heure actuelle adjointe au doyen de l'inspection générale. Je vais commencer par un autre angle de présentation. Je suis littéraire. Et donc, pour entrer dans la réflexion qu'on va mener ensemble, puisque je viens partager avec vous une réflexion, je voudrais interroger des mots. On pourrait tout à fait, tous ensemble, être en train de faire semblant. C'est-à-dire, on se donne un petit côté moderne, un petit côté européen, et on ouvre des travaux, on va mettre en synergie des modalités de fonctionnement pour créer de la mutualisation. Enfin, je m'arrête, j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup, donc, mais vous doutez qu'un littéraire peut continuer très longtemps à enchaîner les mots comme ça. Et parmi les questions qu'on se pose aujourd'hui, nous sommes amenés à nous demander si nous avons de nouveaux concepts ou de nouveaux mots. En particulier, cette notion de pilotage de proximité, qui est la question pour laquelle vous m'avez demandé de venir. Je suis bretonne, je connais le terme de pilotage dans son sens propre, le pilote du bateau. Il n'y a qu'un pilote sur un bateau. Il y a un moment, dans les grands ports, dans les passages difficiles, où vient quelqu'un d'autre, qui est, vous avez peut-être vu sur les abeilles là. Que se passe-t-il au moment où cet autre pilote monte sur le bateau? Le pilote lâche les commandes et c'est l'autre qui les prend. Donc, le terme de pilotage partagé, le terme de pilotage de proximité n'est pas à prendre comme allant de soi. Et je reviendrai dans ma réflexion sur quelque chose qu'aucun d'entre nous ne dit jamais, à haute voix, mais que tout le monde pense très fort. Viens pas brouter dans mon pré. C'est vrai des chefs d'établissement, c'est vrai des inspecteurs, c'est vrai des recteurs, c'est terriblement vrai de l'inspection générale, je suppose que c'est vrai du ministre, voilà, il faudrait éviter de ne pas entrer dans la réflexion réelle, de nous contenter d'être à la surface des mots, qui ferait qu'on pourrait pendant des années faire des colloques sur le pilotage partagé ou le pilotage de proximité, sans finalement changer grand-chose à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on habillerait autrement des modes de fonctionnement. Alors, je vais rentrer dans la réflexion qui m'est proposée, en disant que la notion de pilotage de proximité peut être envisagée sous 3 angles. L'angle organisationnel, c'est-à-dire en gros répondre à la question qui pilote, et donc qui est piloté, quelle chaîne de pilotage et sur quelle entité. Ça c'est de l'organisation. Et je dirais qu'on entend surtout parler de ça. Il y a un deuxième point de vue qui est le point de vue opérationnel. Pour quelle action éducative efficace réfléchit-on à un nouveau mode de pilotage? C'est pas simplement pour faire moderne, c'est parce que nous avons, en tant que système éducatif, à progresser, et je vais vous apporter des éléments de comparaison internationale là-dessus. Et donc on arrive à un troisième point de vue, qui est le mien, c'est le point de vue managérial. C'est-à-dire qu'on arrive à la question qui
pour faire quoi? Et tant qu'on pose soit la question qui, soit la question comment, soit la question faire quoi, sans lier l'ensemble, ben on n'avance pas beaucoup. Et c'est à ce niveau-là que je vais interroger les termes de proximité et partagé. Alors quand vous m'avez passé commande, vous m'avez dit, enfin vous, Valta m'a dit, on voudrait que vous parliez de pilotage de proximité à propos de réseau de lycées, d'autonomie d'établissement et en fonction de l'actualité. Hein, c'est le mail que j'ai reçu. Vous me parliez aussi d'un article que je venais d'écrire qui venait de paraître. Alors, je vais rentrer par ce point de vue de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment qui donne, disons, des angles d'observation particuliers, et j'en retiendrai 3. Tout d'abord, j'ai piloté en juillet et en septembre un des ateliers de la refondation. Je pilotais, voilà, mais nous étions deux, je copilotais l'atelier sur la thématique « Une école plus juste sur tous les territoires ». Et là, il y a une question très forte qui a émergé, que nous ne sommes pas habitués à entendre. C'est l'expression des collectivités territoriales. Nous étions en train de nous demander, de nous interroger sur des problèmes de cartographie. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'académie, le département, le bassin, le district, le canton, la commune, l'agglomération de communes? Et les collectivités territoriales nous ont dit, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est déterminer avec vous le territoire sur lequel une action éducative cohérente peut être construite et conduite. Deux choses à entendre là-dedans. D'abord, ils étaient là, on n'était pas tout seul. C'est toujours bizarre de découvrir quand on est pilote que quelqu'un est copilote. Voilà. Les collectivités sont là. Et puis surtout, on entendait bien cette question, qui d'ailleurs va aboutir bientôt à une proposition. Le problème n'est pas de trouver des cartographies administratives, mais des lieux de cohérence où on a une chance que l'action que l'on mène aboutisse à quelque chose. Et ça ne se définit pas par une seule entité, par un seul point de vue, par un seul indicateur, c'est-à-dire par exemple, l'INSEE seul n'y suffit pas. Voilà. Je dis ça pour les géographes. Bien. Deuxième actualité qui m'a interpellé. Je suis en train de préparer les assises de la réussite éducative qui auront lieu le 15 mai. C'est piloté par le co-ministre, tiens voilà encore un copilote, Madame Paul Angevin. Et là j'entends une autre question qui est tout à fait intéressante pour l'infection d'aujourd'hui. Il y a là le président de l'ANRE. L'ANRE, c'est l'Association nationale des associations pour la réussite éducative. C'est-à-dire en gros ce qu'on appelle nous nos partenaires. Et dis-moi la question que je me pose, c'est qui pilote? Alors c'est pas du tout un point de vue du haut. C'est lui. Il me dit voilà, moi j'arrive dans un établissement, j'ai une proposition à faire, et je voudrais savoir si le chef, celui qui va dire oui, et celui qui va faire avec nous, est-ce que c'est le principal? Est-ce que ce sont des principaux? Ben oui, quand on est dans une ville, l'association, elle n'est pas organisée selon notre organisation. Hein? Et quand je lui ai demandé pourquoi, il se demandait si c'était le principal, s'il n'y a qu'un principal, c'est évident que le chef c'est lui. Ben, il a dit non. Quand un chef dit oui, les troupes font. Mais quand un principal dit oui, c'est pas sûr que les professeurs feront. Drôle de façon d'interroger notre idée du pilotage. Troisième point d'actualité, je suis en ce moment dans les
travaux de la MAP. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La CIMAP, c'est le Conseil interministériel de la modernisation de l'action publique. Bon, sous ce mot très compliqué, le Premier ministre a demandé à ses ministères, donc au nôtre, de choisir des domaines propres à évaluer une politique publique. Pour nous, c'est l'éducation prioritaire. Je suis donc là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que le travail est fait par un cabinet de consultants. C'est-à-dire, il y a avec nous des gens, jeunes et brillants, ils ont 30 ans, ils se sont tous fabriqués pareil, des têtes extrêmement bien faites, des gens capables de manger d'informations, de lire tous les rapports qui ont été écrits, tous les rapports étrangers, tous nos chiffres, tous nos indicateurs, et de nous renvoyer une image et des questions. C'est intéressant qu'ils ne connaissent rien à nos questions. Ils sont avec nous sur l'éducation prioritaire. L'an dernier, ils étaient peut-être sur les transports, et l'an prochain, ils seront sur les boîtes de conserve. Autrement dit, ils n'ont aucune idéologie. Et il se trouve, alors je n'ai pas le droit de vous dévoiler les travaux qui sont totalement confidentiels, mais il se trouve que puisque je les ai, je vais en profiter. Ça, bon, je ne vous les donnerai pas. Il se trouve qu'hier, nous étions sur... commençons à pouvoir dire quels sont les 20 leviers qui nous permettraient de faire bouger l'éducation prioritaire. Alors pour ceux qui sont à côté de moi, ils peuvent voir que, mais comme je ne peux pas vous le montrer, je ne vous le montre pas, hein, mais voilà, il y a un beau schéma avec 3 couleurs. Il y a des leviers en bleu, il y a des leviers en noir, il y a des leviers en rouge. Ces consultants extérieurs qui sont à nous ont tout naturellement abouti à dégager 3 couleurs et en dessous l'explication, levier bleu, levier pédagogique, levier noir, levier organisationnel, levier rouge, levier RH. C'est-à-dire que, quelle que soit la façon dont on pose les problèmes de changement, d'évolution, de pilotage, on tombe systématiquement sur 3 points de vue, 3 angles d'attaque. Et tout le problème, c'est de les faire fonctionner ensemble. Alors, pour entrer dans le concret de la réflexion, je suis parti, alors il n'y a plus que Thierry Ledroit comme victime du travail que j'ai fait. Je suis parti de votre séminaire de septembre. Vous m'aviez envoyé les actes, donc je les ai dépouillés. Et je vais faire ce que font les consultants, c'est-à-dire que je vais vous renvoyer, que vous l'ayez dit ou pas, que vous ayez eu envie de le dire ou pas, ce qui transparaît de votre réflexion à travers les actes que j'ai lus. Ce qui me permet tout simplement de vous interroger, non pas au nom d'un savoir que j'aurai, parce que je ne l'ai pas plus que vous, mais au nom de ce que je peux partager dans la fonction qui est la mienne, avec les 30 académies de France. Alors comment voyez-vous le pilotage? Et le pilotage de proximité à travers ce que vous en avez dit. J'ai commencé par les propos de votre recteur. Donc je peux la citer, hein, voilà. J'ai retenu de sa vision du pilotage de proximité la phrase « Accompagner des réformes pour donner de la cohérence au paysage éducatif ». Je comprends parfaitement le point de vue d'un recteur qui vise une logique de démultiplication d'une action uniforme et qui attend par exemple de ses inspecteurs la garantie que le même discours sera tenu dans tous les territoires de son académie. Mais pourtant, on peut voir le pilotage exactement à l'inverse. Je ne suis pas en train de dire que votre recteur se trompe. Je renverse tout simplement le point de vue. On peut penser que la fonction des inspecteurs, c'est au contraire de favoriser la prise en compte des spécificités des territoires dans leur diversité. Autrement dit, vous voyez, il y a 2 points de vue là
dont, je le redis, l'un n'est pas faux par rapport à l'autre. Mais il est logique qu'un recteur le voit d'une façon, et forcément, si moi je pense à la façon inverse, c'est que tout inspecteur qui connaît les territoires d'une académie en connaît la profonde diversité. Autrement dit, qu'est-ce qui est intéressant dans la vision proposée par votre recteur? Il y a une perspective organisationnelle que tout le monde comprend bien. La définition d'un bon périmètre d'action en termes de, tout simplement, de nombre de personnes que l'on va piloter. C'est-à-dire qu'effectivement, si je veux que ma parole soit efficace, j'ai tout intérêt à organiser une démultiplication pour que ma parole touche un nombre plus ou moins réduit de personnes. Les inspecteurs seront forcément d'accord avec cette vision. C'est aussi le choix d'un bon périmètre géographique, temporel et humain. C'est-à-dire que je divise la tâche en territoires, je la répartis entre inspecteurs qui peuvent eux-mêmes organiser leur calendrier. Tout ça, c'est assez logique. On arrive cependant à une autre logique, puisque vous êtes référent de bassin. Il y a un intérêt à penser que l'inspecteur et, mettons, le chef d'établissement vont se connaître. Et ils vont se connaître dans le temps. Et pourquoi pas, vont se sentir impliqués l'un par rapport à l'autre. À la différence d'un inspecteur qui passerait, l'inspecteur référent, quelque part, il a un engagement. Il a un engagement par rapport au terrain et par rapport à celui qui l'envoie. Donc déjà, vous voyez, on n'est plus tout à fait dans l'organisationnel et on passe à un autre point de vue qui est l'opérationnel. C'est-à-dire ce qu'entre nous on peut appeler de la dynamique de groupe. Lorsqu'on va, tel que le veut votre recteur, répartir, démultiplier pour qu'il y ait une action cohérente sur tous les territoires, il va aussi se passer quelque chose dans les territoires. Par exemple, les gens qui vont se rencontrer à l'échelon que vous aurez choisi, le bassin. J'ai pas eu le temps de regarder la taille de vos bassins, mais je sais qu'il y en a 11. Que va-t-il se passer entre eux? Non seulement, bien sûr, ils vont écouter la parole qui leur vient, mais il va se passer des choses entre eux. Et quelquefois des choses à des niveaux qu'on n'imagine pas. Si j'ai le temps, si j'ai encore de la voix, je vous raconterai ce qu'on est en train de découvrir à propos du covoiturage, que l'institution éducation nationale n'a pas décidé, mais dont elle est en train de tirer de grands bénéfices. Bien. Des gens qui participent en même temps à quelque chose, se parlent, se connaissent, et si possible, et vous allez voir que ce n'est pas évident, pourraient réfléchir ensemble. C'est-à-dire, pourraient prendre ensemble des décisions d'action. Je veux dire que c'est le fil rouge de ce qui va suivre, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de perspectives de décision d'action dans ce que j'ai lu. C'est-à-dire que je suis obligé de m'interroger sur la fonction d'un pilotage de proximité. Si on en veut un, il faut savoir à quoi il peut servir. Et de mon point de vue, la fonction ne peut pas être simplement organisationnelle. Bien sûr, il faut qu'une réflexion soit partagée. Et si on entre par le propos du recteur, on entre par un axe vertical. C'est-à-dire que ce qu'un recteur va imaginer, c'est je fais descendre et je veux que ça remonte. Or, nous savons que sur ce point-là, ça marche très bien. L'information est descendante, tout le monde l'a, et effectivement, elle remonte toujours au recteur qui la fait toujours remonter à la centrale. Et tous les chefs d'établissement qui sont présents dans cette salle savent que ce que nous ne savons pas faire, c'est faire travailler le niveau horizontal, c'est-à-dire dans un bassin, dans un district, dans un réseau. Que se passe-t-il pour que ce qu'on a pensé ensemble, et pas simplement organisé, irradie
irradie à l'horizontale. Ça, c'est l'une des questions qu'il faut se poser si on veut cesser d'être uniquement dans l'organisationnel pour entrer dans l'opérationnel. Alors du coup, je vais interroger un autre point de vue. C'est celui de Xavier Sorbe, votre coac précédent, qui avait pris la parole après votre recteur, et qui lui était rentré par cette réflexion: il faut un pilotage de proximité, parce qu'il y a une autonomie accrue qui exige un accompagnement nettement plus étoffé des établissements. C'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, dépassons les mots. Qu'en est-il vraiment? Quand on est sur le terrain et qu'on discute avec les acteurs d'un établissement, j'ai rarement rencontré un chef d'établissement qui me dise « Non, je ne suis pas assez accompagné par le référent de mon établissement ». Ils se connaissent. Mais j'ai rarement rencontré des enseignants à qui je dis « Quel est le nom de votre inspecteur référent ?» qui puisse me répondre. Sauf s'ils sont de la discipline de l'inspecteur référent. C'est un test que je fais partout dans toutes les missions que je mène. Alors peut-être que Dijon c'est plus petit que Créteil, et on se connaît. Ça n'empêche que, et ça je crois que, grande ou petite académie, on peut tous s'y retrouver. Les inspecteurs de Créteil se souviennent qu'avec eux, j'ai mené un vrai travail de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi un chef d'établissement pouvait me dire « les inspecteurs, je ne les vois jamais ». Alors que moi, j'avais le calendrier de leur travail et que je savais qu'un ou deux étaient passés à l'établissement. Le problème n'est pas la vérité, mais le ressenti. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe se sent accompagnée? Et ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, en tout cas, dans les travaux que j'ai menés à l'Académie de Créteil, on voyait que les inspecteurs passaient de plus en plus de temps avec le chef d'établissement. Voire, allaient quelquefois dans un établissement et ne voyaient que le chef d'établissement. Alors, on ne peut pas dire que l'établissement n'était pas accompagné. Mais quand on rencontrait les professeurs, eux, ils continuaient à dire « les inspecteurs, on ne les voit pas plus qu'avant ». Mais j'ai vu aussi le contraire, des professeurs qui me disaient « oui, oui, on le voit souvent, notre référent ». C'est le chef d'établissement qui me disait « je ne le vois pas assez souvent ». Et je redis bien, le problème n'est pas un problème de comptage. Le problème est de savoir ce qui rend un passage efficace. On a quelques éléments là-dessus. En tout cas, je continue dans la réflexion de Xavier Sorbe. Il avait défini 5 points qui garantissaient un travail efficace dans l'accompagnement et donc dans le pilotage de proximité. Je ne reviens pas sur les 4 premiers points, je m'arrête sur le dernier, parce que c'est mon souci pour tous les corps d'inspection. La dernière condition de réussite qu'il définissait, c'est un travail collectif des inspecteurs référents qui se forment, entre autres, sur les indicateurs avec l'aide du service statistique. Je cite sa phrase. Et cette phrase, je voudrais qu'on s'arrête vraiment dessus. Oui, je sais que vous êtes inspecteur référent. En grammaire française, ça s'appelle l'action performative. Quand le maire dit « je vous bénis », je vous bénis pour le curé, je vous marie pour le maire, les gens sont mariés. Mais nous, on n'est jamais dans le performatif. Moi, j'écris beaucoup de programmes et j'adorerais pouvoir dire que quand j'écris « le professeur travaille avec sa classe », c'est performatif et d'un seul coup, partout en France, le professeur travaille comme je l'ai écrit. Ça n'arrive jamais. Autrement dit, la question, c'est comment devient-on un inspecteur référent?
comment se construit-on une identité professionnelle qui fait que certes, on l'est sur le papier, on l'est dans un schéma organisationnel, mais on est capable de l'être vraiment en termes opérationnels. Xavier Sort dit que les inspecteurs doivent se former. Nous savons tous ce que c'est que la formation. Dans la formation, il y a un pôle qui est acquérir des connaissances. Et on va réfléchir ensemble là-dessus. Quelles connaissances doit-on acquérir? Se donne-t-on les moyens de le faire? Et je me permets de renvoyer vers Thierry Ledroit, représentant ici son recteur. Quel temps les recteurs donnent-ils à leur corps d'inspection pour qu'ils se forment? C'est une vraie question. On va y revenir. En tout cas, le terrain le dit. Je ne peux pas vous renvoyer un rapport d'inspection générale parce qu'il n'a pas été publié. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas été publié qu'il n'a pas été écrit. Donc en 2009, j'avais écrit un rapport de suivi sur la réforme de l'éducation prioritaire, dans lequel il y avait un grand chapitre sur les questions d'évaluation, au niveau de l'académie, au niveau de l'établissement, mais aussi ce que disaient les gens de terrain. Et j'ai écrit ce chapitre, que j'ai fait circuler ensuite, pas tout à fait sous le coude, parce que ça me semblait extrêmement précis. Les équipes de RAR, équipes enseignantes et équipes de direction, étaient parfaitement capables, au bout de 4-5 ans de travail, de définir une nouvelle modalité d'inspection. Voilà ce qu'ils souhaitaient. Ils voulaient un inspecteur qui connaisse l'établissement, qui connaisse le réseau, qui connaisse les indicateurs de performance des élèves. Un inspecteur qui était présent au moment de la discussion des projets du réseau, c'est-à-dire en début d'année. Un inspecteur qui inspecte en fonction des élèves présents, du projet de réseau et des résultats attendus. Un inspecteur qui mène une évaluation partagée avec l'équipe de la discipline, l'équipe de la classe et l'équipe du réseau. Et bien sûr, le principal, pilote du réseau, étant associé à tous les temps de cette inspection partagée. Bon, on ne va pas refaire le monde ce matin. Vous voyez combien on est loin de ce vœu, remonté du terrain, et combien dans ce vœu s'exprime une idée. Nous voulons que l'inspecteur nous connaisse. Et cette connaissance, c'est pas tout à fait s'être rencontrés dans un stage de formation, avoir pris un café d'accueil ensemble. Avec les inspecteurs de Créteil, j'avais mené un travail sur le temps nécessaire à ce type de prise de connaissance. Il est long. Autrement dit, se former, et nous le savons puisque nous le disons pour les professeurs quand nous pilotons les formations de professeurs, se former nécessite de se donner du temps. Et si on demande aux inspecteurs d'agir dans l'instant, ils le font sans recul réflexif. Et ce qui me frappe à chaque fois que j'entends parler de pilotage de proximité, et c'est ce qui m'a frappé dans les actes de votre séminaire de rentrée, je vois de l'organisationnel, je vais revenir, je vois des réunions de bilan, je vais le redire à propos de votre intervention, ce que je ne vois pas, c'est de la réflexion. Alors, je vais donner 2 exemples pour qu'on voit bien de quoi on est en train de parler. J'ai beaucoup traversé la France, donc par chance, je n'ai pas travaillé à Dijon. Donc je ne sais rien des inspecteurs de Dijon. Donc, je vais parler d'une réflexion qui m'a beaucoup frappé à Amiens. Il y a 4 ans, je rencontrais, dans le cadre d'une mission d'inspection générale, les inspecteurs, les IPR d'Amiens, avec leurs doyens, pour savoir où en était le suivi de la réforme du lycée qui se mettait en place. Et j'avais été frappé par le fait qu'ils avaient beaucoup agi, ils s'étaient donné les moyens
d'aller dans tous les lycées de l'académie. Ils avaient des pourcentages, des tableaux, des indicateurs. C'était fait. Quand nous passions dans les mêmes établissements, nous, c'était la mission d'inspection générale, c'était un peu dur à entendre. Ce que les enseignants nous disaient, ce que les équipes nous disaient, c'est oui, ils sont venus, on avait plein de questions et ils n'ont pas répondu à nos questions. Forcément, on voyait bien que dans le calendrier de travail qui s'était donné, ils ne pouvaient pas répondre à des questions sur lesquelles ils ne s'étaient pas donné les moyens de réfléchir. Et quand on est revenu vers eux, parce que ça dure, une mission d'inspection générale, on se voit, on se revoit, et qu'on leur a demandé comment ils comptaient agir, ils nous ont dit, on va monter un groupe de recherche-action l'an prochain pour produire des ressources. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu brutal avec eux et de leur dire, mais à quel moment allez-vous vous mettre à travailler? Vous voyez, c'est-à-dire, ils étaient à nouveau en train d'être dans l'organisationnel, trouver des formateurs, les réunir, trouver les crédits pour les réunir, trouver un calendrier. Oui, mais à quel moment les inspecteurs se prennent-ils à bras-le-corps le problème posé et réfléchissent-ils ensemble? Et c'était d'autant plus brutal de ma part qu'il y avait une question autre. J'étais à Amiens et je connaissais bien les gens que je rencontrais. La question c'était, avez-vous rencontré vos collègues IEN second degré qui sont sur les mêmes questions que vous depuis un an, qui avaient donc forcément déjà un acquis sur cette question? Il m'avait dit non, on n'y a même pas pensé. Voilà. Donc, ça m'avait inquiété. Et puis, je dois dire, quand même, je vais parler de Créteil. On avait fait le même constat à Créteil, et c'était aussi brutal. Et là, M. le recteur était là quand je l'avais expliqué. En même temps, la même année, le recteur de Créteil avait lancé ses troupes d'inspecteurs. C'est vaste l'académie de Créteil. Hein. Bon. Et vraiment, les inspecteurs avaient travaillé, puisqu'au moment où on se rencontrait, ils étaient allés dans tous les lycées de l'académie, et on retrouve exactement sur le schéma d'Amiens. Ils étaient capables de dire, dans les lycées de l'académie, il y a 73% de, 56% de, il y a des accompagnements de type, il y a... Et en gros, c'était gênant parce que ça marchait bien partout. Et j'étais là, j'aurais pu ne pas être là. Mais il se trouve que j'étais à nouveau en mission d'inspection générale avec une équipe d'inspection générale. On faisait le même travail. Nous, on n'avait été que dans 7 établissements de l'académie. Et j'avais dit en plaisantant, on n'a vraiment pas de chance puisqu'on a dû aller dans les 7 seuls où ça ne marche pas. Mais on revenait avec une autre vision. Pourquoi est-ce que nous on disait ça ne marche pas alors que les inspecteurs disaient ça marche bien? Encore une fois, il n'y avait pas de vrai et de faux. Les inspecteurs étaient allés interroger les équipes de direction. Et les équipes de direction avaient dit ce qu'elles avaient organisé. C'était donc vrai. Nous étions allés voir les mêmes équipes de direction, nous avions interrogé les enseignants, nous étions allés dans les classes. Nous avions été voir des enseignements d'exploration. Nous avions été voir des moments d'accompagnement personnalisés. Nous n'avions pas le même point de vue. Ce qu'on faisait demandait beaucoup plus de temps. Et celui qui a commenté en premier ce que nous étions en train de dire, c'est le recteur. Ce n'était pas à moi de prendre une décision, c'était à lui de décider. Il l'a fait tout de suite en disant, effectivement, je comprends le propos de Mme Armand, il est nécessaire que vous alliez moins vite, peut-être moins exhaustivement, mais que vous alliez à fond. Alors j'en arrive à ce que Thierry Ledroit, alors il est à côté de moi, il voit, ah, c'est mon nom, c'est terrible. Alors, troisième intervention dans votre séminaire, Thierry Ledroit, je vous rappelle, en tant que secrétaire général, vous a expliqué le calendrier de l'académie, le calendrier du travail rectoral. Ce calendrier, il n'y a rien à en dire, c'est un fait. On n'a pas à être pour ou contre,
il est là. La question que je me suis posée, c'est comment un inspecteur, prenant connaissance de ce calendrier, avec ses échéances, peut en tirer parti pour organiser son propre temps de travail. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, et je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question, il n'y a qu'une co-réponse. Et là, on est bien dans des problèmes de pilotage partagé. On arrive à un travail efficace si les deux partenaires, en l'occurrence, le rectorat qui a son calendrier, tout simplement parce que le ministère lui a donné son calendrier. Voilà. Si les services du rectorat ont une vision claire de l'agenda de travail des corps d'inspection qu'ils sollicitent et de leur procédure de travail. Et bien sûr, le travail n'a de sens que si les inspecteurs ont une idée claire des échéances du travail rectoral et des procédures qui sont les leurs. Et vous savez que pratiquement à chaque fois qu'un pilotage partagé échoue, c'est toujours sur cette question d'avoir pris vraiment conscience de l'altérité. Je vous rappelle par exemple que, parce que oui, j'ai oublié de vous dire que j'étais spécialiste d'éducation prioritaire. Enfin bon, voilà, je m'appuie beaucoup sur l'éducation prioritaire. Quand on a essayé de comprendre pourquoi le pilotage partagé qu'on avait voulu dans les rares, je vous rappelle, le principal de collège, l'IUN de circonscription, l'IPR. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Quand je vais vous donner les résultats, vous allez dire, il ne fallait quand même pas être très malin pour s'en apercevoir. Ben oui, c'est des choses évidentes dont on ne s'aperçoit pas. Le principal, il est sur place. Alors comme il est sur place, il est pratiquement toujours disponible. L'IUN, il appartient à une circonscription. Il est sur place. La place est un peu plus grande, mais il est sur place. Et l'IPR n'est jamais sur place. L'IPR n'est jamais sur place, et tous les IPR qui m'écoutent, c'est aussi un peu le cas des IUN second degré, savent que très vite notre agenda est planifié pratiquement pour l'année. Autrement dit, quand le principal disait « je réunis le comité exécutif mardi dans 15 jours », à 99 fois, enfin 99 fois sur 100, l'IPR n'était pas libre. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête, et il nous a fallu du temps pour arriver à comprendre comment dépasser ce problème. J'en reviens au propos de Thierry Ledroit. Il dit, il faut des rendez-vous. Alors, je vous renvoie à la question, oui, mais pour faire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai regardé ce qu'il y avait qui justifiait vos rendez-vous, j'ai trouvé du partage d'informations, du partage d'observations et des bilans. J'ai cherché le mot réflexion. Je ne l'ai pas trouvé. C'était peut-être pas à vous de le dire. En tout cas, je voudrais reprendre avec vous l'idée parfaitement banale et parfaitement scolaire du cahier de texte. Même s'il a disparu, mais s'il est en ligne, ça ne change rien. Avoir des rendez-vous, oui, à condition que ce soit des rendez-vous comme un cours. On a fait un travail qui prépare le travail qu'on va faire ensemble. Pas simplement du bilan et du partage d'observation. Le bilan, ça va servir à faire remonter. Bon, ça va remonter. Et il faut que ça remonte, tant mieux, tout le monde va être content. Tout le monde aura des chiffres à mouliner. Mais si ça ne débouche pas sur de la réflexion collective qui fait qu'on sort en se disant, bon, eh ben, dans la période qui vient, on va faire ça. C'est-à-dire faire, agir. Réflexion prospective pour arriver à engager une action éducative. Autrement dit, et j'en termine par vous, je ne vais pas vous critiquer plus longtemps, vous finissez par dire, mais je vais le retrouver dans d'autres interventions de votre séminaire,
Il faut une réunion de rentrée, ça c'est les inspecteurs qui l'ont dit dans les ateliers, dans laquelle on s'organise et on trouve les modalités de travail. Ça c'est l'organisation. Et puis on a un rendez-vous en milieu d'année et un rendez-vous en fin d'année pour faire des bilans. Et moi, je vous le dis, tous les élèves de l'éducation prioritaire sont victimes de ça. C'est pas en assistant aux cours qu'on fait le travail. Le travail, il se fait en dehors des cours. Donc, il faut bien travailler pour que les réunions de préparation et les réunions de bilan aboutissent à quelque chose. Or, il y a des décisions à prendre. Dans une autre intervention, celle du proviseur qui est animateur du bassin d'Auxerre Sud, c'est Madame Dumerin. Elle parle d'un problème que nous rencontrons souvent, qui est un vrai tabou chez nous. Elle dit, on a des problèmes quand deux lycées sont concurrents. Ben oui. Tant qu'on est en colloque, on parle de réseau, de lycées, de cartes de formation, et on a même imaginé des enseignements d'exploration qu'on pourrait aller suivre dans un autre établissement pour. On l'a trouvé une fois. Une fois, dans les lycées qu'on observait, alors on avait un échantillon de 10 académies, mais on sait qu'on le trouvera toujours dans ce lycée-là. C'est une cité scolaire dans laquelle il y a un lycée bien classique, un lycée technologique, un LP, des BTS, c'est-à-dire un lieu qui peut offrir tous les enseignements d'exploration. Alors là, oui, on va voir des organisations intelligentes. Sinon, on ne l'a jamais vu. Jamais. Et quand on cherche la raison pour laquelle on ne voit pas, parce que quelquefois les lycées ne sont pas très loin, et on se dit qu'il suffirait de le vouloir pour que des élèves aient le temps d'aller au lycée d'en face. Ben, nous savons bien, nous, que nous butons sur les proviseurs, qui quand même sont concurrents les uns des autres. On va revenir sur un autre exemple de proviseurs concurrents. Il y avait aussi, je suis désolé que les Dazen ne soient pas là, une intervention de votre Dazen du 21. Alors je suis désolé, c'est quoi le 21? C'est la Côte d'Or. Et c'est quoi la Côte d'Or? C'est ici. C'est ici. Voilà. Bien. Ben oui, Thierry, je suis toujours pas meilleur en géographie. Votre Dazen était rentré par ce concept. On est en train de vivre un passage d'un pilotage par les normes à un pilotage par les résultats. Puis, il y avait une longue intervention dans laquelle je me suis amusé à chercher le mot inspecteur. Il n'y est pas. Alors forcément, je m'en suis amusé. Parce que je me dis, tiens, l'inspecteur a disparu. Alors je reviens à la phrase et j'en conclus que du temps où on pilotait par les normes, les inspecteurs étaient là, parce que l'inspecteur c'est celui qui venait dire la norme. Vous devez enseigner comme ça. Et maintenant que c'est plus le rôle de l'inspecteur et qu'on pilote par les résultats, ben, il n'est plus là, parce que c'est pas lui qui fait remonter les résultats, c'est pas lui qui mesure. Bon, bien sûr, mon propos est totalement caricatural. Mais en tout cas, le mot inspecteur n'est pas dans l'intervention du Dazen, mais le mot Dazen n'est pas dans l'intervention suivante, qui était l'intervention du doyen des IPR. Alors bien sûr, c'est peut-être la consigne qu'on vous avait donnée. Mais vous vous rappelez, je vous ai dit, viens pas brouter dans mon pré. Enfin, peut-être que ici, c'est viens pas tailler dans mes vignes. Hein. Mais c'est la même chose. Chez nous, c'est viens pas ramasser les huîtres dans mon parc. C'est toujours la même chose. Autrement dit, et je vais arrêter de dépouiller votre compte-rendu, parce que je vais dépouiller ensuite les ateliers. Dans les ateliers, j'ai bien trouvé les mots que je cherchais. Vous avez parlé de regard longitudinal, d'expertise, de connaissance du système, de connaissance des parcours. Oui, et je vous renvoie à la question, quel temps vous donnez-vous pour avoir vraiment cette connaissance? Par exemple, le regard longitudinal, allez, je vais vous dire, je connais peu d'inspecteurs généraux qui l'ont.
Alors pourquoi les inspecteurs de terrain l'auraient-ils mieux que les inspecteurs généraux? Forcément, hein, c'est une question de hiérarchie. En France, si on est au-dessus, c'est qu'on est meilleur. Bon, ce que je veux dire, c'est que demander à un inspecteur du premier degré d'avoir, s'il a vraiment un regard longitudinal, demander à un IPR s'il a vraiment un regard longitudinal, s'il est vraiment à même de parler du LP, demander à un IEN de parler du premier degré, un IEN second degré, est-ce qu'on est sûr qu'on a vraiment cette connaissance qui nous permettrait d'apporter notre expertise dans un pilotage partagé? Alors j'en viens, après vous avoir beaucoup éreinté, j'en viens à ce que moi je peux vous apporter aujourd'hui par rapport à cette notion de pilotage de proximité. D'abord, pourquoi faut-il piloter par proximité? Dans les travaux de la MAP, on vient de croiser les évaluations internationales et j'en ai tiré juste un élément. Il y a un classement de 15 pays concernés par les enquêtes de l'OCDE sur la question de savoir quel est le système le plus équitable. On regarde finalement les performances des élèves, imputables ou non à leur milieu socio-économique. Il y a 15 pays, la France est 11e. Vous savez, nous avons un système scolaire qui n'est pas équitable. Bien. Le tableau suivant nous donne les facteurs de réussite des pays qui sont équitables et qui sont performants. Il y en a 3. Le premier, on n'y peut pas grand-chose, mais peut-être qu'on est en train d'y travailler, concerne les enseignants. Il faut des enseignants de grande qualité, motivés, très bien préparés, à repérer, enfin bon. Peut-être que ce sera les SPE. Le second, c'est ça qui m'intéresse. Il faut des établissements plus autonomes avec un leadership fort. C'est pas nous, hein, c'est pas de l'idéologie, c'est des comptages de l'OCDE. Établissement plus autonome avec un leadership fort. C'est pas évident que notre structure soit prête à admettre. On parle d'autonomie, c'est facile de parler d'autonomie. Hein, autonomie de l'établissement. Est-ce que toute la technostructure est prête à vouloir un leadership fort? Et le troisième point, c'est des pratiques pédagogiques. Je ne vous dis pas ce qu'elles sont. Autrement dit, un leadership fort et des pratiques pédagogiques. Et quand on voit que les deux éléments sont là, on voit bien qu'il y a deux figures qui sont là. Il y a bien sûr le chef d'établissement, et puis il y a forcément la figure du pédagogue, c'est-à-dire celle de l'inspecteur. Je vais donner deux exemples pour dire en quoi elles sont parfaitement complémentaires. Et c'est la même chose si on réfléchit au niveau du bassin. Il faut forcément deux têtes pour piloter un bassin. Il faut l'animateur du bassin, souvent chef d'établissement, c'est ceux que je rencontre le plus souvent, peut-être qu'il y a d'autres configurations, et son co-animateur, qui est l'inspecteur. Je voudrais dire que si on entre vraiment dans cette perspective, il faut savoir que ça a des conséquences. Ça ne peut fonctionner que si chacun admet que chacun est à sa place. Ça veut dire sortir de « viens pas brouter dans mon pré ». C'est admettre que personne ne peut assumer tous les rôles. C'est une vraie question, ça. Par exemple, le chef d'établissement, premier pilote pédagogique de son établissement, voilà, ça interroge. Et que les précarés du moment, alors les vignobles ou le pré, sont en train de bouger. Alors, c'est l'article que je venais d'écrire lorsque vous m'avez contacté. Donc je me suis dit que vous aviez peut-être déjà travaillé là-dessus. En tout cas, j'en terminerai par là. Il y a une conséquence évidente lorsqu'on rentre
dans du pilotage partagé, du pilotage de proximité, et je vous renvoie à un article que j'ai écrit donc dans la revue de la FAE, c'est que sans que personne ne le décide, les frontières de chacun bougent. C'est une conséquence, ce n'est pas une décision. Hein. Je l'ai mis en lumière au niveau des établissements rares devenus éclairs, en citant des témoignages. Chez l'établissement qui dit, ben jusque-là, il m'avait toujours semblé évident que c'était à moi d'écrire la lettre de rentrée et d'accueillir les nouveaux enseignants. Et puis finalement, ben, c'est mes professeurs référents qui accueillent les nouveaux enseignants. Il ne dit pas « j'ai décidé que les professeurs référents faisaient ». Il dit ben, « finalement, ça se fait comme ça ». Aucun professeur référent n'est devenu professeur référent en se disant « je vais assumer une part du management, je vais assumer une partie des fonctions de pilotage ». Mais il se trouve qu'ils en assument tous. Et aucun inspecteur référent d'un établissement n'est devenu inspecteur référent, n'a répondu à l'appel que j'avais lancé, parce que s'il l'avait su, il n'aurait pas répondu, en se disant bah oui, je vais être en contact avec cet établissement 6-7 fois dans l'année, je vais y aller, et puis par mail et par téléphone avec l'établissement, enfin, bah oui, son précaré a changé. Bien. Et puis son précaré, il est en train de changer quand il est face au professeur. Donc, voilà. Or, quand les fiches de poste de chacun bougent, ça crée de l'angoisse. Voilà, c'est une vérité humaine. Autrement dit, il ne faut pas s'étonner qu'on ait du mal à mettre en place du pilotage partagé, du pilotage de proximité. Il est normal que tous les acteurs se raidissent. C'est un passage obligé. Mais en même temps, donc, cette angoisse, elle est vécue par les acteurs, et cette angoisse, elle est, je dirais, angoisse, alors, je ne sais pas, je ne les ai pas interrogés. Mais en tout cas, je la vois chez les recteurs et chez les DAZEN, qui ont envie de pouvoir dire tout de suite, c'est fait, c'est mis en place dans mon académie, mes bassins sont organisés, mes référents sont là, on a des réunions, on fait des bilans. J'aimerais convaincre les recteurs que eux aussi, il y a quelque chose qui bouge de leur côté, et qu'ils doivent, eux aussi, avec leurs équipes, rentrer dans ce temps de réflexion collective. Alors je ne suis pas en train de vous dire, en prenant un très vieux slogan de nos années de jeunesse, l'an 01, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Hein. On ne peut pas tout arrêter, on va faire en sorte que ce ne soit pas triste. Mais je voudrais vous montrer comment on entre extrêmement vite dans l'opérationnel quand on s'est donné quelques temps de réflexion. Le dernier endroit où je me suis trouvé très récemment, dans une autre mission d'inspection générale, alors juste une autre académie, c'est l'académie de Rennes. Bassin de Saint-Malo, et j'étais sur des questions à la fois de pilotage partagé, mais j'étais sur la question du décrochage. J'étais dans le collège Surcouf, tête du réseau éclair Surcouf. Il y a près de ce collège Surcouf un lycée technologique avec un lycée professionnel qui s'appelle le lycée Maupertuis. Et puis il y a au centre-ville un lycée. Peu importe son nom, c'est le lycée de centre-ville, vous le connaissez par cœur celui-là. Il se trouve que j'écoute parce qu'on est en train de discuter, j'écoute ce que font les équipes de ce collège et c'est assez remarquable. Et à un moment, je leur dis, bon, d'accord, mais que se passe-t-il quand les élèves passent en seconde? Et jaillit la phrase, c'est quand ça sort du cœur. Un enseignant me dit, pour nos élèves, le passage en seconde, c'est la machine à broyer. Alors, c'est désespérant pour les élèves, mais j'entendais la souffrance de ces enseignants, de cette équipe de direction, qui vraiment faisait un très beau travail, et qui disait derrière nous, il y a, pof, se couperait la machine à broyer.
L'après-midi, je suis au lycée, Maupertuis. Il y a un LEP, un LP. J'ai tendance à penser que c'est toujours parce qu'il y a d'enseignement professionnel qu'il se passe quelque chose. Et là, je vais trouver un lycée qui fonctionne extrêmement bien, une équipe de CPE très branchée sur les problèmes d'accueil d'élèves, et un dispositif extrêmement bien fait. Donc, il y a un savoir-faire là. Et la question pour moi devient la suivante. Est-ce que j'ai le droit de ne pas intervenir, c'est-à-dire de ne pas décider d'une action envers le lycée de centre-ville qui dit, quand il rencontre les professeurs du collège, mais c'est de votre faute, les élèves sont leurrés. Vous leur faites croire, vous leur mentez, c'est grave de dire ça, hein, vous leur faites croire qu'ils vont pouvoir réussir au lycée. Mais nous, on n'y peut rien. Il y a les programmes. Et les programmes, ils sont ce qu'ils sont. D'ailleurs, il y a même la dame là qui les a écrits, donc elle ne va pas dire qu'ils ne sont pas vrais, les programmes. Hein. Donc il y a les programmes. Donc vos élèves, ils ne peuvent pas suivre chez nous. Donc les envoyez pas chez nous. Ça, enfin, on n'en veut pas. Est-ce que j'ai le droit, en tant que là où je suis placé, de laisser faire? Et si je veux faire quelque chose, que faut-il faire? Et là, on se rend compte que c'est pas très difficile, mais que c'est fin et complexe. Je ne peux pas, et personne ne peut arriver, ni moi, ni le recteur, ni le DAZEN, arriver au lycée de centre-ville et dire, écoutez, ça suffit, bon, on ne peut pas. Il y a des gens qui sont en train de travailler, qui sont persuadés qu'ils font bien. Autrement dit, ça commence par le proviseur du lycée de centre-ville, le proviseur du lycée Maupertuis et le principal du collège. Et l'équipe de direction et l'équipe de vie scolaire. Et on va faire quoi? Donner une leçon aux professeurs du lycée de centre-ville? Sûrement pas. Essayer de trouver des structures de travail ensemble, donc de réflexion, pour que tout le monde puisse tirer parti du dispositif mis en place à Maupertuis, condition bien sûr que Maupertuis ne donne pas une leçon aux autres. Autrement dit, on ne peut se retourner que vers le DAZEN et vers le recteur. Monsieur le recteur va dire le proviseur, j'ai besoin que quelques professeurs de mon lycée aillent passer du temps au lycée Maupertuis pour participer une journée au dispositif. C'est eux qui seront les meilleurs vecteurs. Ça veut dire travailler ensemble. Et je terminerai par là. On peut faire toutes les réunions du monde, avoir tous les indicateurs et faire tous les bilans du monde. On ne touchera à rien si on ne définit pas un objet de travail en commun. Et travailler en commun, ça ne veut pas dire recueillir de l'information et partager des observations. Donc je vous quitte par ma voix sur une question brutale. Quelle est la différence entre une équipe qui copilote un établissement ou un bassin et une équipe qui auditerait cet établissement ou ce bassin? Ça pourrait être les mêmes personnes. Les équipes d'audit, c'est un chef d'établissement, un inspecteur, premier degré, puis un formateur. S'il n'y a pas de différence entre une équipe d'audit et une équipe de copilote, ce n'est pas la peine d'en avoir deux. S'il y a une différence, c'est que les auditeurs ne sont pas là pour agir, alors que les pilotes sont là pour agir. Je vous remercie. Bon, merci. Ça marche. Oui. Merci Madame Armand pour votre intervention.